Oui, bonjour à tous. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour notre troisième entretien avec Bruno Drewski. Le premier portait sur l'histoire du syndicat polonais de Solidarność. Le deuxième, c'est la première partie d'une intervention sur les Biélorussie et qui a été consacrée surtout au contexte géographique et politique. Et là, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet de l'actualité de cette année 2020. Nous sommes le 8 décembre 2020. D'ailleurs, nous sommes 2 jours après l'élection victorieuse pour le PSUV au Venezuela, qui clôt aussi un cycle, hein, puisque l'Assemblée nationale avait servi, disons, d'une sorte de centre golpiste pour mener un certain nombre de tentatives de renversement violentes, y compris avec intervention étrangère américaine contre le pouvoir chaviste. Je me souviens aussi que Hugo Chavez était venu en 2006 en Biélorussie et Oui. avait fait l'éloge du système social biélorusse en disant que c'était un modèle pour le Venezuela en termes de construction sociale. Euh, donc, on pourrait vraiment comparer là ces pays qui effectivement résistent à cette mondialisation, qui sont on en parlait en off, c'est-à-dire pour une autre mondialisation à leur manière, mais qui n'est pas celle qu'on leur prône d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, qui trouve une autre voie et qu'on veut pas, qu'on ne laisse pas faire hein, d'une certaine manière. Malheureusement. Mais ce qui est frappant, c'est le manque de solidarité d'une certaine gauche française avec le Biélorussie. Je veux dire, on est très peu quand même à exprimer une voix un petit peu dissonante par rapport au concert qu'on entend, ce qui n'est pas le cas avec l'Amérique latine en règle générale. Alors, toi qui es quand même un spécialiste de l'Europe de l'Est, est-ce que tu ne vois pas une certaine forme quand même enfin c'est pas que de la russophobie là, parce que là c'est vraiment c'est une forme même de racisme pour tout ce qui vient d'Europe de l'Est. Hein. Est-ce que c'est pas ça Oui. au fond? Alors, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'au départ, il y a le fait, encore que sur le Venezuela, il y a eu des hauts et des bas au cours des dernières années. Il faut reconnaître que la gauche qui s'enthousiasmait pour Chavez a ensuite baissé pavillon, puis revient, et donc suit un peu les modes. Mais évidemment, avec recul, je pense parce que tout simplement, l'Amérique latine, c'est loin, et que il faut bien, même une pseudo-gauche a besoin de quelques mythes. Sa solidarité, par exemple, avec le Venezuela, ça fait partie plus, à mon avis, des mythes, pour certains, tout au moins, que d'une véritable solidarité réelle de classe. Mais bon, ça c'est une question. Je pense qu'en dans le cas enfin, de la Biélorussie, plus largement de l'Europe orientale, il y a deux éléments. Alors il y a l'élément évidemment, si je peux dire culturel, russophobique, ou même orientalophobique, Oui. c'est-à-dire la Russie, pays oriental, orthodoxe, byzantin et je ne sais quoi d'autre, Mhm. auquel évidemment s'ajoute l'élément soviétophobique hérité et qui donne du Poutine, c'est Staline, et Staline, c'est le goulag. Hein, je résume, mais c'est à peu près le discours que l'on a, parfois de façon un peu moins brute. Donc il y a cet aspect-là, et puis je pense qu'il y a un deuxième aspect qui évidemment ne touche pas directement l'Amérique latine, mais qui nous touche ici, c'est que il y a toutes les ambiguïtés. Quand je dis ambiguïté, je pense qu'on est très très limité, que c'est très gentil ce que je dis sur la question européenne. C'est-à-dire sur l'Union européenne, les politiques de l'Union européenne, et ce qui va derrière, c'est-à-dire tout l'eurocentrisme et l'occidentalocentrisme historique qui a commencé évidemment bien avant la création de l'Union européenne. Et donc, dans ce contexte-là, si on commençait à analyser, je ne dis pas même prendre parti, mais à analyser la situation en Biélorussie et plus largement dans l'ex-URSS de façon distanciée, scientifique, rationnelle, tôt ou tard, mais même plus tôt que tard, ça amènerait à devoir revoir fondamentalement nos dogmes, enfin les dogmes qu'on nous impose, les dogmes eurocentrés, européistes, atlantistes. Parce que ce qui se joue en Biélorussie, c'est aussi la question non pas seulement d'un pays qui refuse les dictats de la mondialisation générale comme on peut le voir en
Venezuela, en Iran, en Chine ou ailleurs, sous des formes évidemment très différentes. C'est pour ça que je donne ces 3 pays pour montrer que c'est quand même beaucoup plus vaste et complexe. Mais concrètement, nous avons affaire en Biélorussie à un pays européen qui plus est à l'ouest de la Russie, donc qui devrait être plus europhile que ne l'est la Russie, et qui l'est moins, en fait, ce qui évidemment pose la question, mais toute notre gauche altermondialiste, mais aussi eurocritique ou eurosceptique, mais néanmoins, si je peux dire, constructive, toute cette gauche-là, la question de la Biélorussie, la force à soit passer, là pour le coup la barricade n'a que 2 côtés, soit passer avec la solidarité critique peut-être, avec un État qui mène une politique indépendante. Je pense que c'est quand même ça, la Biélorussie. On peut critiquer le fonctionnement de la Biélorussie, bien sûr, autant qu'on veut, mais on a affaire à un État indépendant, indépendant par rapport à l'Ouest et indépendant par rapport à ce qu'on veut lui faire, au moins au niveau des oligarques russes à l'Est. Et que ça montre une chose, c'est qu'on peut être indépendant en Europe. Justement, on va peut-être. Ça me On va semble être le noyau du problème. on va parler aussi beaucoup évidemment de la Russie parce que peut-être avant, Oui. je vais essayer de partager mon écran et montrer Oui. effectivement le livre là que tu as publié qui s'appelle La dernière République soviétique de Stewart Parker. Et cette préface était aussi une actualisation parce que le livre a déjà quelques années. Et je voulais dire, on va aussi parler de ce livre-là, Le Nouvelle-Russie, oui, bien sûr, oui. de gauche. Ce qui est important aussi par rapport à certains pays dont effectivement la politique économique est très à droite, mais maintenant le positionnement par rapport à l'impérialisme est très à gauche, au sens où, et là d'ailleurs héritier. Oui, c'est ça. C'est toute l'ambiguïté de la Russie d'aujourd'hui, qui est une ambiguïté qui, évidemment, on peut très bien qu'on peut très bien comprendre si on utilise des grilles de lecture objectives, scientifiques, qui est que la bourgeoisie et le capitalisme, c'est pas un truc monolithique. C'est que bien sûr que dans le capitalisme et dans la bourgeoisie, on a différentes bourgeoisies. Là, il faut revenir au classique. Enfin, bourgeoisie impérialiste, bourgeoisie comprador, bourgeoisie nationale, ça n'est pas du tout la même chose. Écoute, peut-être, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne le terme de bourgeoisie comprador. Pourtant, c'est fondamental dans le marxisme. Écoute, explique-le, ou enfin, comme tu veux. Je peux donnons un cas, par exemple, par rapport au. Effectivement, il y a des bourgeoisies nationales qui sont indépendantes en fait de la mondialisation, des bourgeoisies compradors qui sont les intermédiaires avec une grande bourgeoisie impérialiste et qui en fait extorque une partie de la plus-value sans mettre dans les poches et surtout ne développe pas le pays. En fait, c'est bien voilà. c'est le problème. Donc d'abord, il faut d'abord se poser la question, indépendamment du contenu bourgeois du politique, s'il s'agit d'une bourgeoisie comprador ou d'une bourgeoisie nationale. C'est sûr qu'il y a un devenir comprador de certaines bourgeoisies nationales, enfin, dans une intégration. Et souvent, la politique de front des communistes a consisté à proposer une alliance temporaire avec certaines bourgeoisies nationales. Alors, on le voit en Chine, ça a été effectivement une catastrophe, puisqu'à un moment, le Chiang Kai-shek s'est brutalement retourné contre les communistes. Mais en même temps, cette politique, souvent, a porté ses fruits. Les politiques de Front populaire, par exemple, au 7e congrès du Comintern, visaient était une large politique antifasciste. L'accent était mis sur l'antifascisme. Et effectivement, c'est ce qui ça a amené évidemment la défaite du fascisme. C'est pas rien. Alors qu'au contraire, la politique inverse, c'est la politique classe contre classe, elle avait amené à la victoire du nazisme en 1933, enfin, par son sectarisme. En fait. Donc, voilà. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'en tout temps, il faut avoir cette politique-là. Mais surtout, il faut savoir exactement avec quel type de bourgeoisie on parle, donc à quel moment. Par exemple, la politique de CNR, là, en plus, dans un rapport de force extrêmement puissant en faveur des communistes, parce que c'est quasiment un contenu extrêmement socialisant. Donc, effectivement, rentre un petit peu dans ce schéma-là. D'ailleurs, c'est sans doute aussi pour ça que Jean Moulin a été assassiné, livré aux Allemands, sans doute aussi parce que justement il y en avait beaucoup à l'extrême droite, cette fameuse extrême droite dans la résistance que ça gênait et que ça déplaisait fortement. Je parle de cette extrême droite qui elle était liée directement avec Dulles. Bien sûr, tout à fait. En Suisse. Bon là je m'égare.
on reprend. Mais voilà, c'est pour Oui, alors dans le cas russe, quand même, bourgeoisie je pense comprador. Voilà. qu'effectivement, nous, on a affaire à quelque chose qui se transforme. Et je pense qu'effectivement, si à la fin des années 80, début des années 90, au moment où l'URSS se disloque, on voit l'émergence d'une bourgeoisie en Russie qui a des ambitions, j'ai envie de dire, de devenir une espèce de bourgeoisie co-impérialiste, c'est-à-dire finalement qui pense, qui rêve de devenir une bourgeoisie égale est admise dans le club des grandes puissances bourgeoises impérialistes, cette vision, évidemment, s'est très vite heurtée au rapport de force réel. Et on a vu la bourgeoisie russe se scinder en deux, en fait. Une bourgeoisie qui n'est pas en état d'intégrer le monde impérialiste directement et qui se transforme en bourgeoisie comprador, c'est-à-dire qui devient en fait le laquais des intérêts économiques, financiers, stratégiques, géostratégiques occidentaux, ce qu'on voit grosso modo dans la Russie des années 90, qui se couche systématiquement, guerre d'Irak et autres, même guerre de Yougoslavie, après quelques paroles désagréables, globalement, rien ne se passe. Donc la Russie se couche totalement. Et puis sans doute une partie de cette bourgeoisie émergente russe qui, au bout d'un certain temps, et ça n'a pas commencé avec Poutine, ça s'est manifesté déjà avec Primakov, par exemple, qui commence à se rendre compte que si on les laisse rentrer dans la maison Occident, ils n'ont le droit de rentrer que dans l'antichambre, mais certainement pas dans les salons, et qui, à force d'attendre dans l'antichambre, se pose la question, est-ce qu'on reste dans l'antichambre ou est-ce qu'on sort du bâtiment? Bon. Et grosso modo, c'est l'émergence. Il parlait de maison commune, hein, c'était le discours de Reagan. Ah ben voilà, exactement. Et puis, il promettait aussi de dissoudre l'OTAN, puisqu'il y avait dissolution du pacte de Varsovie, donc on pouvait dissoudre l'OTAN. On attend toujours. Hein. Oui, mais évidemment, voilà. Et toutes les fameuses promesses verbales de l'Occident, et ce n'est pas par hasard qu'elles étaient verbales, eh bien, elles ont été toutes trahies les unes après les autres. Voilà. Et donc, en fait, on voit l'émergence d'une bourgeoisie nationale en Russie, qui, évidemment, sur le plan intérieur, peut être une classe totalement réactionnaire dans ses rapports aux travailleurs, aux droits du travail, etc., qui d'ailleurs, et encore quand je dis réactionnaire, je ne place pas ça sous l'angle moral, je place ça sous l'angle d'une situation qui fait qu'évidemment, le bourgeois russe, s'il ne surexploite pas le travailleur russe, il va perdre la compétition internationale sur les marchés. Donc, qu'il soit un bon bougre ou un méchant diable, ça ne change rien. Il ne peut pas, dans la compétition internationale actuelle, se comporter comme un bon, entre guillemets, seigneur ou comme un bon patron. Il est évidemment amené à surexploiter. Et donc, évidemment, il mène du coup une politique réactionnaire, socialement parlant, en Russie. Et la Russie d'aujourd'hui, évidemment, c'est une horreur sociale. Bon, je veux dire, il n'y a qu'à voir le droit du travail russe actuel, c'est pas du tout progressiste. Mais ça ne nous empêche pas de constater que, évidemment, sur le champ international, cette bourgeoisie-là, elle a fait le choix, peut-être parce qu'elle n'avait pas d'autre solution, mais elle a fait le choix d'essayer de construire une maison russe, faute d'une maison européenne commune, et d'une maison russe qui tient à peu près la route, c'est-à-dire qui finalement n'accepte pas de devenir comprador. Et justement, alors, avec la Biélorussie, alors, comment est-ce que. C'est là, évidemment, où la situation de la Biélorussie est à la fois au centre des contradictions et particulièrement intéressante. C'est que, à la différence des autres républiques soviétiques, pour des raisons historiques que j'ai un peu expliquées, c'est-à-dire le peuple en Biélorussie est un peuple, disons, attaché à certaines valeurs et traditions de gauche qui viennent de la Révolution de 1905-1917, de la République des partisans pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin de toute une mobilisation successive des masses dans des événements qui ont donné à ce peuple sans doute une plus grande conscience de ce qu'est la géopolitique, de ce qu'est d'être un petit pays, un petit territoire qui est finalement le boulevard d'invasion, et du fait que si l'Union soviétique a pu réaliser une industrialisation extraordinaire de la Biélorussie. Et pourquoi je dis extraordinaire? Parce qu'elle est extraordinaire à l'échelle mondiale, mais elle est extraordinaire à l'échelle soviétique.
hein. C'est-à-dire, comme je le disais, je pense la dernière fois, en 1913, la Biélorussie, c'est 2% du produit intérieur brut de l'Empire russe. En 1990, au moment de la chute de l'URSS, c'est 4%. Ça avait doublé, sachant que le pays a été complètement rasé. Hein. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'économie soviétique, si on compare à la moyenne soviétique, on a un double miracle. Une industrialisation réussie et une industrialisation beaucoup mieux réussie qu'ailleurs, tout en étant une république agricole. Ce qui, ça aussi, mérite d'être souligné. C'est-à-dire que la Biélorussie reste un pays relativement rural, relativement agricole, et malgré tout, il a une industrie de pointe dans l'informatique et dans différents secteurs qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, mais aussi dans l'agriculture, puisqu'ils produisent les meilleurs tracteurs de l'Union soviétique. Et quand il va falloir être concurrentiel, c'est-à-dire après la chute de l'URSS, des deux grandes fabriques de tracteurs de l'URSS, la seule qui survit, elle est à Minsk. Celle de Russie s'est effondrée. Donc, dans des conditions capitalistes, on a eu une concurrence de deux usines et celle qui a gagné, comme par hasard, et c'est pas un hasard, c'est celle de Minsk. Donc, il faut évidemment, et puis en plus, bon, elle s'effondre, elle exporte aussi maintenant vers le Pakistan, l'Iran, etc., des tracteurs qui sont bien appréciés. Et puis aussi des choses assez anecdotiques. Mais que je mentionne parce que c'est quand même important, la Biélorussie, c'est un pays pauvre. La terre n'est pas de très bonne qualité et hormis la potasse, il n'y a pas de ressources naturelles pratiquement dans ce pays. Or, la Biélorussie produit les gigantesques camions utilisés dans les mines, dans les gigantesques mines d'Exurs de Russie ou du tiers-monde. Donc, il faut le faire quand même, être capable de produire des camions de haute technologie minière dans un pays où il n'y a pas de mines. C'est quand même. Oui, mais justement, c'est peut-être une des contradictions. Tu disais que c'est un pays indépendant, et bien sûr qu'on le croit à 100%, parce qu'on voit bien le dynamisme, disons, patriotique qu'il y a dans ce pays. Mais s'il y a bien quelque chose avec lesquels ils ne sont pas ils sont dépendants, par rapport auxquels ils sont dépendants, ce sont les matières premières. Et ça c'est une donnée géographique en Ukraine. Oui, voilà. Enfin, la Biélorussie en 91, au moment de la chute de l'URSS, est appelée, c'est courant, je veux dire, c'est dans le langage usuel, la Biélorussie, c'est l'atelier d'assemblage de l'URSS. Sauf que c'est évidemment un atelier d'assemblage avec valeur ajoutée technologiquement et scientifiquement, parce que quand on dit atelier d'assemblage, ce qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment, on arrive avec son tournevis et on assemble quelque chose. Non, un atelier d'assemblage, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est évidemment parfois… Ça demande une véritable valeur ajoutée, d'ailleurs, et de la formation, voilà, déjà. Exactement. Par l'extraction de matières premières, oui. Voilà, donc une technicité, donc de l'informatique, etc. Enfin, plein de choses qu'elle a en 91. Donc évidemment, si on comprend ça, on voit l'émergence en Biélorussie à la fin de l'époque soviétique de toute une couche, je dis justement couche, c'est pas classe sociale, de toute une couche, disons, d'ingénieurs techniciens de très très haut niveau. Qui non seulement sont, entre guillemets, compétitifs à l'échelle soviétique, mais à l'échelle internationale, et qui fait que jusqu'en 91, comme on dit, on montait à Minsk pour faire carrière quand on était spécialiste de qualité, c'est-à-dire qu'en fait, on monte parce que quand on parle de monter en français, on pense évidemment monter à Paris, monter vers la capitale. Et en URSS, on pense à monter vers Moscou. Eh bien, en URSS, on pouvait monter vers une république périphérique. Si on regarde la géographie, c'est quand même une république périphérique, mais qui est centrale dans l'économie soviétique. Donc, on a une couche qui est très consciente de ce qu'elle a obtenu et qui a une double fierté, c'est-à-dire la fierté technologique, scientifique, et la fierté d'avoir réussi à faire ça à partir d'un pays qui sortait pas seulement de la misère totale, mais du saccage total. Je rappelle quand même qu'en Biélorussie, à peu près 1 habitant sur 4 est exterminé pendant la Seconde Guerre mondiale. 1 habitant sur 4. Enfin, il faut réfléchir ce que ça voudrait dire dans un pays comme la France. Dans un pays comme la France, ça voudrait dire sur 60 millions d'habitants, on aurait perdu quoi, 15 millions d'habitants. Enfin, c'est impensable en France d'imaginer, de penser dans des catégories de ce type. Et c'est ça, la Biélorussie en 1945. Donc, c'est vraiment le pays sans doute d'Europe. Alors, à l'époque, c'est une république soviétique, ça n'apparaît pas dans les statistiques de façon aussi claire,
comme maintenant c'est un pays indépendant, c'est sans doute le pays d'Europe qui a le plus souffert par rapport aux pays qui ont vécu des vagues d'extermination comme la Yougoslavie, la Pologne et les autres républiques soviétiques. La Biélorussie est sans doute le top du top dans l'horreur. Bon. Donc, il faut penser évidemment cette grande fierté qu'on a d'être arrivé à faire de la Biélorussie quasiment une république modèle en 91. En même temps, comme on a affaire à une élite intellectuelle, technique, d'ingénieurs à peu près conscients des données internationales, ils sont assez conscients du fait que la toute petite Biélorussie de 200 000 km², de 10 millions d'habitants, n'est pas en état d'être compétitive sur le marché mondial. Et ils ne croient pas, et ça c'est beaucoup plus large, ils ne croient pas, et ça j'en étais témoin moi-même, j'étais donc en 93 en Biélorussie, donc c'était avant l'arrivée de Loukachenko, et c'était évidemment 2 ans avant la chute de l'URSS, et j'ai discuté avec des gens, aussi bien avec des gens très simples, une boutiquière d'une boutique de textile, avec des pop, avec des anciens cadres du régime soviétique, avec des ministres, avec, enfin bon, j'ai discuté des enseignants, des directeurs de lycées, techniques et autres. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait une enquête scientifique en Biélorussie, je n'étais pas là pour ça. Enfin, j'ai beaucoup parlé et surtout beaucoup écouté. Et je me rappelle que je rentre de Biélorussie j'écris à l'époque, j'écrivais entre autres pour une revue qui s'appelle La Nouvelle Alternative, avec laquelle qui était plutôt anticommuniste mais de gauche, et donc, mais dans laquelle j'avais mes entrées. Et donc, j'écris un article sur la Biélorussie qui est pas génial, qui est tout simplement le constat de ce qu'est la Biélorussie de l'époque, dans lequel on voit que la population n'est pas contente de la chute de l'URSS et qu'elle ne croit pas dans les discours libéraux, ultralibéraux, qui arrivent de Moscou, de Kiev, de Varsovie, de Vilnius, de partout, à la télé et ailleurs. Elle est sceptique. Ça donne vraiment l'impression, la Biélorussie de 93, du paysan normand, n'est-ce pas, qui dit peut-être banque oui, peut-être banque non. Ça fait vraiment penser à ça, c'est l'image. Alors, ce paysan, il peut être un directeur d'usine, hein, mais il vient du terroir, et pour lui, 2 plus 2 égale 4 et jamais 6. Et donc, Pourtant, il y avait eu la fameuse rencontre où ils avaient glissé sous la table avec Helsinki, je me rappelle plus oui, comment bien sûr, Biélorusse. mais c'était avant Loukachenko, bien justement. C'était avant Loukachenko. Alors, à l'époque, Shushkevich et c'était cette réunion avec Oui, bien sûr. Non, il y avait des éléments, disons, qui sortaient de la culture soviétique, mais même le Shushkevich de l'époque, celui qui a signé l'accord de Biélovège, en 93, quand on lisait ce qu'il disait, alors convaincu ou pas, peu importe, il s'adressait à son peuple, grosso modo, pour dire bon, nous, de toute façon, on va choisir une voie social-démocrate parce qu'il est exclu de choisir une voie libérale. Alors, je sais bien qu'en 93, qu'est-ce que ça veut dire une voie social-démocrate Gorbatchev disait ça aussi. Hein, donc, oui, voilà. Mais oui, enfin, Gorbatchev, oui, mais sauf que c'était plus le discours à Moscou en 93. Oui, ah non, en 93, non. Là, tandis qu'à Minsk, c'était toujours le discours, parce que c'était le discours minimum qu'on pouvait tenir pour ne pas être balayé. Bon. Et ils ont été balayés, parce que là, pour le coup, les élections de 94, c'est évidemment la confirmation que si j'ai envie de dire la Biélorussie profonde, elle a dit niet, niet, niet. Et elle a voté dans des élections dont personne ne conteste la validité pour Loukachenko, ce qui est un double vote. C'était un vote à la fois contre Shushkevich, c'est-à-dire ce social-démocrate New Look, pro-occidental, mais pas trop quand même, et Kebich, qui était le candidat de la nomenclatura issu du Parti communiste et qui, lui, jouait sur le discours nostalgique de l'Union soviétique, mais pour lequel les gens n'ont pas voté, parce que pour eux, c'était un traître. C'est-à-dire, il avait accepté la dissolution du Parti communiste. Ils ont préféré l'original à la copie, oui. Voilà. Et donc, Loukachenko, c'était
la personne idéale, c'était celui qui était fidèle à l'héritage soviétique sans être un produit de l'appareil du parti soviétique. Et c'est pour ça qu'on a voté pour lui. En plus, il avait fait une campagne anticorruption au Parlement. Bon, il avait plusieurs éléments qui le rendaient intègre et populaire. Et donc, à partir de là, évidemment, il va essayer de naviguer entre les gouttes, parce qu'évidemment, un pays de 200 000 km² avec 10 millions d'habitants, dans un océan libéral à l'est et à l'ouest, parce qu'on est dans les années 90 quand même, ça n'allait pas d'emblée. Et donc, il établit tous les contacts qu'il peut avec tout ce qui est plus ou moins indépendant dans le monde, qui va de la Chine au Vietnam, en passant par l'Iran, plus tard le Venezuela, etc. Enfin, tout ce qui peut plus ou moins grappiller à droite à gauche et en ex-URSS avec les républiques les moins libéralophiles, et il joue aussi assez intelligemment. Alors ça, il profite évidemment du tissu industriel biélorussien et de ses contacts pour tisser des liens, non pas avec Yeltsin, enfin, il est forcément obligé d'avoir des contacts avec Yeltsin, mais pour tisser des liens sur le terrain en Russie, avec les régions qui sont plus ou moins en crise, avec les entreprises russes qui ont des accords avec des entreprises en Biélorussie, disons avec tout ce qui est potentiellement, ce que je disais tout à l'heure, bourgeoisie nationale en Russie, pour que, évidemment, en jouant sur ça, il ait suffisamment qu'il crée un rapport de force qui fait qu'au Kremlin, on ne puisse pas faire avec lui ce qu'on veut. Et en fait, c'est toujours la même situation. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, Loukachenko a des liens, enfin lui, je ne parle pas forcément évidemment de lui en tant que personne, je dis lui et évidemment ses ministres, ses directeurs d'entreprise, etc., ont des liens privilégiés dans la Russie profonde. Par exemple, je donnerai un petit exemple un peu anecdotique, c'est-à-dire qu'à peine les événements en Biélorussie ont commencé cet été, donc juste après les élections présidentielles de l'été, commence évidemment la grande campagne dont on a été témoin sur les droits de l'homme, etc., etc. Un des premiers accords qui est signé entre l'État biélorussien et une région russe, c'est un accord signé avec l'oblast de Leningrad. Et je dis bien l'oblast de Leningrad parce que… oui, ça s'appelle toujours Leningrad. Oui, voilà, c'est ça. La capitale, c'est Saint-Pétersbourg, mais l'oblast s'appelle Leningrad. Ce qui est évidemment révélateur. S'il s'appelle Leningrad, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que finalement, l'Assemblée locale a souhaité qu'on ne change pas le nom. Mais il y a beaucoup de camarades qui disent toujours Leningrad là-bas. Oui, je sais, mais là, il y a même quelque chose de formel. C'est-à-dire que… c'est même formel. Ce qui est d'ailleurs très marrant, c'est que quand on rentre dans la ville de Saint-Pétersbourg aujourd'hui, à l'entrée de la ville, c'est marqué « Bienvenue à Saint-Pétersbourg, capitale de l'oblast de Leningrad ». Oui, c'est vrai. Bon, ça, c'est les compromis à la russe. Mais comme ça, tout le monde est content. Quoi. Chacun y trouve son élément. Bon, mais soit dit en passant, donc il a des contacts. Donc il a entre autres, par exemple, il a l'oblast de Leningrad qui dit on touche pas à Loukachenko. C'est ça veut dire quoi. Si on signe un accord économique en quelques jours, c'est que bon, l'accord économique, il a dû être concocté sur un coin de table vite fait, mais c'est un geste politique pour montrer, en Russie, il a des assises qui font que même si les gros oligarques russes auraient souhaité la fin de Loukachenko, il y aura des problèmes intra-russes qui vont émerger, et donc on ne peut pas le laisser tomber comme ça. Quoi. Est-ce qu'il y a eu un louvoiement de cette politique, ou alors ça a été clair, il y avait vraiment deux camps en Russie par rapport à la question biélorusse? Il y a deux camps, c'est-à-dire qu'on sait que dans l'opposition actuelle, on a tous les, entre guillemets, occidentalistes clairs, c'est-à-dire tous ceux qui sont ONG, Soros, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on connaît de l'expérience révolution colorée habituelle. Et puis, on a des anciens dignitaires de l'État qui ont des liens
particulier avec des gros oligarques en Russie. Je dis en Russie parce que parmi les liens qu'on a en Russie, on a un oligarque qui n'est pas russe, qui est biélorussien, qui s'appelle Mazepin, et qui dirige une entreprise qui s'appelle Uralchimie, et qui, depuis des années, ne rêve que d'une chose, c'est de mettre la main sur l'entreprise d'engrais potassiques Soligorsk en Biélorussie, qui compléterait évidemment son empire industriel, chimique et agrochimique. Non, excuse-moi, ma question c'était plutôt en Russie. Est-ce qu'il y a pas eu un changement de politique ou au contraire, il y a aussi deux camps très clairs à l'intérieur de la Il y a deux camps, c'est-à-dire qu'en fait… Par exemple, le président Poutine lui-même, a-t-il changé d'avis ou pas? Je ne sais pas s'il a changé d'avis. Il est devant une situation qui le force à prendre un certain nombre de décisions. Et il est clair que, parlons, alors à côté de ces secteurs économiques qui coopèrent avec la Biélorussie de façon historique, si je peux dire, on a ce qu'on appelle en Russie les ministères de force. Les ministères de force, c'est évidemment avant tout… Les siloviki, comme ils disent. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est avant tout, dans le cas biélorusse, c'est surtout le ministère de la Défense, même si on peut y rajouter évidemment aussi le ministère de l'Intérieur. Et pour ces gens-là, pour un ministre russe de la Défense, il est absolument exclu que la Biélorussie se détache de l'alliance militaire avec Moscou. Ah oui, alors militaire, là, je veux dire, c'est quasiment une trahison. C'est il y a l'aspect symbolique de la chose, bien sûr, il y a l'aspect affectif, il y a l'aspect géostratégique. C'est que, évidemment, la Biélorussie, c'est à 500 km de Moscou, et on n'imagine évidemment pas une armée de l'OTAN à 500 km de Moscou. Autant mettre la clé sous la porte directement et capituler à Moscou. Donc, il y a évidemment cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect aussi économique, c'est-à-dire qu'en Biélorussie, on produit des pièces pour les grands, l'armement russe, hein, pour les fleurons de l'industrie militaire russe. Elle a besoin des… Armée russe qui a montré en Syrie à quel point elle était performante et moderne. Voilà. Et donc, sinon, y compris dans la maîtrise du ciel. Hein, voilà. Et la Biélorussie produit des éléments essentiels pour les armes russes. Bon. Alors, si on met tout ça ensemble, évidemment, on comprend que le côté siloviki, justement, les ministères de force, pour eux, bien sûr que pour toutes sortes de raisons, ils ne sont pas très contents de la politique menée par Loukachenko sur un certain nombre de questions, et en particulier sur un certain nombre de questions internationales, mais en même temps, ils sont relativement conscients du fait que si le pays s'effondre, ceux qui prendront le pouvoir, ce ne seront pas les partisans d'une alliance avec la Russie, pour une raison très simple, c'est que en Biélorussie, il n'y a pas de base sociale pour le libéralisme. Donc la seule, et c'est quand même pas la Russie qui va imposer le libéralisme à la Biélorussie, les libéraux occidentaux ne l'accepteraient pas, parce que ceux qui évidemment veulent que la Biélorussie bascule, ils veulent qu'elle bascule dans le libéralisme, oui, mais dans le libéralisme impérialiste occidental, etc. Donc évidemment, ils veulent pas des libéraux à leur manière, ils veulent les puissances occidentales veulent rester protectionnistes pour elles et libérales pour les autres. Bien, voilà, exactement. C'est ça leur contradiction fondamentale. En fait. Voilà, et donc si on est un militaire russe haut gradé, relativement intelligent et pouvant éprouver beaucoup de détestation personnelle pour Loukachenko, admettons, il n'en reste pas moins qu'on sait très bien que s'il est renversé, qui prendra le pouvoir à Minsk, hein, parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer que l'armée russe rentre en Biélorussie pour imposer un régime. Dans le rapport des forces internationales, ce serait bien pire qu'en 68 pour la Tchécoslovaquie. Et cela étant exclu, c'est soit les partisans de l'Occident, soit Loukachenko. Entre les deux, évidemment, il n'y a pas beaucoup de choix. Et là où Loukachenko a depuis 3 mois à mon avis, bien joué la carte, alors qu'on me critique beaucoup quand je dis cela, mais à mon avis, il a très bien joué sa carte, et je ne dis pas ça par culte de la personne de Loukachenko, il a relativement bien joué sa carte, c'est-à-dire qu'il a, au cours des 3 mois, réaffirmé particulièrement fortement plusieurs choses qu'il ne revendiquait pas d'une façon aussi claire avant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, il a dit, ce qui me sépare surtout de l'opposition dans ce pays, c'est la question de la privatisation. C'est-à-dire, il a placé
le conflit avec son opposition sur cette question-là, ce qui à mon avis est très habile, parce qu'il n'y a pas que cette question. Hein. Mais cette question-là, à partir du moment où il la pose comme centrale, c'est évidemment quelque chose dans lequel il sait qu'une grande partie de sa société, de son peuple, va le suivre, avec ou sans réticence, mais de toute façon va le suivre sur ce dossier. Et pour clarifier les choses, si je peux dire, il a utilisé une phraséologie qui évidemment ne plaît pas en Occident, mais qui est aussi un signe qu'on envoie à Moscou. C'est-à-dire, il a, dans plusieurs discours, dit des choses qu'il n'aurait jamais dit jusqu'à récemment. C'est-à-dire, par exemple, il a dit, parce qu'il a laissé se développer en Biélorussie une couche sociale, une bourgeoisie, c'est incontestable, affairiste, surtout dans le secteur de l'informatique, privée. Bon. Donc il a dit ça, il a dit nous avons laissé se développer une bourgeoisie. Donc il utilise le terme, nous avons laissé se développer une bourgeoisie en Biélorussie au cours des 10 dernières années. Nous pensions qu'elle nous serait loyale. En fait, ce qu'elle veut, c'est le pouvoir. Bon. Donc déjà, il réintroduit le terme de classe, le terme de bourgeoisie, et quelque part autocritique. Bon. Pour accentuer les choses, il a fait plusieurs citations de Lénine, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à récemment. Il a laissé se organiser. Alors, le 7 novembre en Biélorussie était toujours un jour férié, l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Mais enfin, bon, il était férié, je dirais, sans plus. On déposait quelques gerbes devant le monument à Lénine. Bon, là, cette année, il a laissé le Parti communiste biélorussien qui le soutient organiser une grande manifestation sur la place centrale de Minsk devant le monument à Lénine, ce qui était évidemment un signe, c'est-à-dire nous respectons la révolution d'octobre, et pour enfoncer encore le clou, dans plusieurs de ses discours, il fait ouvertement maintenant référence au socialisme. Le terme, jusque-là, il utilisait toujours le terme d'État social. Cette fois-ci, il utilise le terme socialisme. C'est plus qu'un glissement sémantique. Il a dit, nous avons mené une politique sociale, en fait socialiste, et donc il utilise le mot, et puis il a fait, alors là pour le coup, même en URSS, ce n'était pas forcément le cas de façon aussi systématique. Il fait maintenant référence à Karl Marx et aux écrits de Karl Marx, ce que, bon, on n'avait pas fait en Biélorussie depuis 1994 à ce niveau de politique. Donc, bien sûr que tout ça, c'est des messages qu'il envoie. C'est des messages qu'il envoie à son peuple, bien sûr, au noyau de son peuple, qui est sans doute le plus décidé à maintenir les acquis sociaux qu'il a lui-même laissé un peu vaciller dans la dernière décennie, mais c'est aussi un message à la Russie. C'est-à-dire, grosso modo, il envoie à la Russie le message vous me soutenez, vous devez me soutenir, sinon, stratégiquement, ce sera gênant pour vous, mais me soutenir, ça veut dire une chose très claire, ne rêvez pas que je vais privatiser les grandes entreprises du pays. C'est grosso modo ça qu'il veut dire. C'est-à-dire tous les oligarques russes qui salivent devant les industries et qui se disaient oui, on va peut-être renverser Loukachenko et mettre un libéral pro-russe à sa place, eh bien, il leur a dit niet. Maintenant, vous avez deux choix. C'est soit mon régime où j'affirme beaucoup plus clairement qu'avant son caractère anti-privatisation sociale, voire socialiste, soit, alors, vous perdez la Biélorussie, elle passe à l'ouest. Si on peut chiffrer, au moins l'époque du livre de Stewart Parker qu'on a publié, c'était 80% de l'économie et oui, alors, ça dépend ce qu'on compte. Évidemment, si on compte en termes d'employés, en termes de nombre de salariés, en termes de production, en termes… ce qui est sûr, c'est que grosso modo, oui, 80% de la production en Biélorussie vient du secteur
public. En termes de salariés, il y a quand même eu énormément d'embauches dans des secteurs privés ou dans des créations de petites entreprises privées, ce qui fait que, en termes de salariés d'État, Enfin, on a moins. Hein. De toute façon, on dit dans les rappels, parce que je pense qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, mais le marxisme, c'est la nationalisation des grands moyens de production Les d'échange. grands moyens de production. Tous les moyens de production d'échange. Hein. Tout à fait. Alors, hormis peut-être, et là, c'est reconnu officiellement, ce fameux secteur high-tech informatique privé qui est assez important en Biélorussie, hein, parce que, par exemple, le logiciel de communication Viber que tout le monde utilise dans le monde, hein, il est basé à Minsk. Hein, c'est un succès du capitalisme biélorussien. Alors là, pour le coup, capitaliste, c'est une entreprise privée. Hein. Donc, on a un secteur capitaliste en Biélorussie, mais effectivement, à côté de ce secteur high-tech, on a un secteur dominant qui est public. Hein. Alors ensuite, on peut discuter. Et puis alors, ce serait intéressant d'analyser la loyauté de Driver, parce que s'ils payent leurs impôts, ils sont obligés de payer leurs impôts. Alors ce que j'ai remarqué, oui, alors j'ai pas. Est-ce que c'est comme Amazon ou est-ce que voilà, ça dépend. Voilà, non, mais bien sûr. Alors il est clair que ce secteur informatique a été le fer de lance des manifestations depuis 3 mois. Alors que ce soit au niveau du petit jeune qui fait une start-up ou des entreprises qui financent toutes ces activités, il est clair que l'avant-garde, si je peux dire, de la contre-révolution en Biélorussie, c'est ce secteur local. Hein, c'est ceux qui sont connectés aussi à. Voilà, pour eux, ils rêvent plus de Silicon Valley. Ils sont plus proches de la Silicon Valley qu'ils ne le sont de leur grand-père et de leur grand-mère. Dans la campagne à 10 km de là où ils habitent. Hein. Il y a une grande surface géographique et pas beaucoup de profondeur historique. En fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout à fait ça. Alors maintenant, ce qui est intéressant, mais c'est trop tôt pour évidemment pouvoir avoir des réponses claires sur la chose, c'est que à côté de ce que je viens de dire, on a toujours eu une forte présence économique chinoise en Biélorussie. Et que si on regarde la presse actuelle, on a depuis 3 mois signature sur signature d'accords, et en particulier d'accords entre les entreprises chinoises d'informatique et la Biélorussie. Alors, je ne sais pas si mon hypothèse se vérifiera, mais j'ai l'impression que Loukachenko est en train de dire, bon, maintenant aux Chinois, vous prenez en main notre secteur informatique pour le discipliner et le rendre un peu plus proche de mon appareil d'État, parce que la nouvelle bourgeoisie, ça suffit. Hein. Bon, je résume les choses de façon un peu triviale. Et j'aimais ça comme hypothèse, mais enfin, quand on voit le nombre de délégations chinoises d'accords qui ont été conclus au cours des 3 derniers mois, on peut se poser vraiment la question si on n'a pas un basculement. Alors maintenant, il faudrait aller plus loin, voir quels accords ont été conclus. Est-ce que c'est avec des entreprises privées chinoises ou avec des entreprises publiques chinoises, parce que ce n'est pas la même chose. Là, il faudrait vraiment faire une étude que je n'ai pas faite. Donc, j'aimais l'hypothèse, mais on voit quand même que, et là encore, on se replace ça dans le contexte géopolitique, on voit évidemment que pour faire face à d'éventuelles pressions libérales russes, oligarchiques en Biélorussie, un des éléments sur lequel Loukachenko s'est appuyé, et encore plus maintenant, c'est les liens directs avec Pékin, qui en quelque sorte peut contribuer à calmer les ardeurs des dignitaires, des notables russes qui voudraient se passer de Loukachenko. Je mentionne ça évidemment à titre hypothétique, mais enfin, de toute façon, la politique avec la Chine est une politique d'alliance stratégique depuis très longtemps, qui est systématiquement réaffirmée. Par exemple, pour la question du Covid, alors la politique appliquée en Biélorussie sur le Covid est une politique qui évidemment soulève beaucoup de doutes, de polémiques, de divergences, etc. Le fait est en tout cas que cette politique est tout à fait différente de ce qu'on a partout ailleurs en Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est de souligner que Loukachenko, quand il parle de cette politique, dit « de toute façon, ma politique, elle a été systématiquement consultée avec les Chinois ».
Ce qui peut paraître étonnant, puisqu'on n'a pas eu de confinement en Biélorussie, alors qu'on a eu dans certaines régions de Chine. Mais peut-être, et là c'est intéressant, peut-être que les Chinois estiment que la Biélorussie n'est pas dans une région comparable aux régions chinoises confinées, entièrement confinées, mais plutôt comparable à la situation dans une région qui n'a pas été confinée, puisque toute la Chine n'a pas été confinée. En fait, c'est le Hubei qui est confiné, ce qui est énorme, parce que c'est 90 millions d'habitants. Enfin, à l'échelle de la Chine, c'est une c'est vrai que, par exemple, c'est tous les débats qu'il y a en ce moment sur la réalité du non-confinement en Suède, parce qu'il s'est accompagné aussi de mesures qui ont été très intériorisées dans la population. C'est quand même un pays protestant, donc l'intériorisation morale, oui, bien sûr. Oui. Ancienne, j'allais dire, ça joue. Hein. Mais oui, alors en Biélorussie, c'est. En Biélorussie, c'est d'autres. Il y a un côté socialisant, donc je veux dire aussi. Il y a un côté socialisant. Alors, il y a aussi quelque chose qui est fondamental. Alors, je ne sais pas comment fonctionne exactement le système sanitaire en Suède. J'ai jamais évidemment étudié la question. En revanche, en Biélorussie, on a gardé le système sanitaire soviétique. Et qu'est-ce qui caractérise quand même le système sanitaire soviétique? C'est d'avoir des toutes petites cliniques de quartier qui surveillent, si je peux dire, l'état sanitaire de l'environnement immédiat. Et donc, ce système-là a tourné à plein régime depuis le Covid, c'est-à-dire qu'on a une politique de quartier, de voir quelle est la situation à la loupe. Hein. Je veux dire, c'est comme si on faisait des cliniques en France, on imagine ce que ce seraient des cliniques d'État en France pour même pas un arrondissement, mais un quart d'arrondissement de Paris, et donc tout Paris avec des cliniques locales qui connaissent, si je peux dire, maison par maison et famille par famille, l'état sanitaire de la population. Hein. C'est bien ça. Je pense que déjà, le premier confinement, le Macronie avait raté la question des masques, mais là, ils ont raté aussi la question des tests, parce qu'on a en fait finalement quasiment pas du tout testé. Qui n'était pas absolument pas comparable à la Chine, parce que la Chine, on le faisait sur toute une région, mais de manière totalement massive, qui permettait en fait justement de guérir. Donc, c'est ce rapport justement au maillage en fait du tissu de santé. Et donc, effectivement, là, on retrouve après des questions d'organisation économique qui sont fondamentales. Fondamentales et qui montrent que, en dépit des apparences, le choix fait en Biélorussie n'est pas contradictoire avec le choix chinois, puisqu'il est, si je peux dire, coordonné par les deux pays. Et que, effectivement, la première apparence, c'est évidemment que Minsk, ce n'est pas Wuhan. Mais peut-être que Minsk n'a jamais été Wuhan. Et donc, forcément, on n'a pas affaire à Minsk, on a affaire à Wuhan parce qu'il y a d'autres Chines. Bon, alors évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne me positionnerai pas sur cette question. Oui, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que les médecins devraient écouter aussi des politologues comme toi. Pour déjà comprendre comment fonctionnent les possibilités d'un régime et d'un pays. Enfin, si j'avais été, je veux dire, à la place de Macron, mais pure hypothèse, hein, et je sais très bien que Macron n'aurait pas été prêt à faire ça pour des raisons sociales, de classe, etc. Enfin, si j'avais été un président de la République déconnecté de ma classe bourgeoise, si je peux dire, la première chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais envoyé une commission d'enquête de savants à Minsk, à Moscou, à Pékin, à Caracas, à Cuba, aux États-Unis, en Suède, et puis ensuite, on voit. La science, c'est la science. Or, on n'a pas du tout eu ça. On a eu des choix pour le moins contestables, sans même imaginer qu'après tout, Ami, c'était peut-être pas un fou. Peut-être que sa politique était rationnelle. Enfin, il fallait par rapport à la réalité de ce pays, c'est folle ou rationnelle. On a dit il est fou. On n'a pas osé le dire sur la Suède, parce que, évidemment, la Suède, c'est l'Union européenne, donc sur les Suédois, on ne sait pas trop quoi dire. Mais dans le cas de la Biélorussie, on a dit, bon, il est fou, il dit qu'il faut aller au sauna, se chauffer, et que ça suffit, etc. On a fait de Loukachenko un espèce d'imbécile qui... mais on a caricaturé la position, bien sûr. Voilà, qui est 500 ans en arrière, etc. Le résultat, quand même, on peut évidemment discuter si les statistiques officielles en Biélorussie sont justes. Enfin, a priori, quand même, on n'est pas aux États-Unis.
en Biélorussie. On n'a pas cette masse de gens covidés et malades. Donc, si on est dans une situation différente, peut-être qu'il se passe quand même des choses qu'on aurait pu étudier rationnellement. Hein. Donc, et que ce n'est pas forcément un imbécile. D'ailleurs, la façon dont la Biélorussie a été gérée depuis une vingtaine d'années montre bien qu'on a affaire à un dirigeant qui peut plaire, qui peut déplaire, qui peut prendre des bonnes décisions, des mauvaises décisions, qui a un régime qu'on peut critiquer sur un point ou sur un autre. Enfin, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas un imbécile. Comme par exemple, on nous dit toujours le cliché dans la presse occidentale, mais aussi dans la presse d'opposition en Biélorussie, c'est que, ah oui, c'est un directeur de kolkhoz. Bon, comme si d'abord directeur de kolkhoz, c'était, il fallait pas une certaine compétence. Et directeur de kolkhoz, c'est pas exactement la même chose que d'avoir son petit lopin de terre de 3 hectares. Bon, ça se gère pas tout à fait de la même façon un kolkhoz que directeur de petite exploitation. Donc déjà, ce côté méprisant, c'est un directeur de kolkhoz, peut-être que c'est un homme de terrain, justement. Il sait que l'économie est réelle. Bon, on connaissait des généraux français qui parlaient des généraux soviétiques en disant qu'ils étaient des anciens laveurs de vaisselle. Ah oui, et alors les laveurs de vaisselle ont été quand même un petit peu meilleurs que les Syriens. Voilà. Ensuite, M. Loukachenko a terminé à l'époque soviétique des études d'histoire à l'université. Bon, alors, si tous les paysans qui terminent des études d'histoire, on devait les rabaisser au rang du cutéreux, parce que c'est à peu près ce qu'on fait, Voilà. Ben, ça ferait quand même beaucoup de gens qui ne pourraient pas occuper des postes dans les universités ou je ne sais pas quoi, en France ou ailleurs. Hein. Bon, il a quand même aussi un diplôme d'études supérieures. Et après tout, on peut aussi se poser la question, comment se fait-il que quelqu'un qui a un diplôme d'histoire peut aussi être directeur de kolkhoz, ce qui montre aussi une société où la culture générale est un élément non pas éliminatoire avec notre ultra-spécialisation, mais un élément considéré comme enrichissant. Peut-être que ce serait pas mal d'avoir parfois un philosophe à la tête d'un secteur. Voilà, bon, la culture générale, ce qu'on demande à un chef, entre guillemets, c'est pas d'être forcément uniquement spécialiste, c'est aussi d'avoir une culture générale qui lui permet de s'entourer du bon spécialiste. Hein, parce que c'est ça aussi, de bien gérer une économie, une entreprise, un pays. Hein. C'est pas forcément de tout savoir, c'est de savoir comment faire appel à celui qui sait. Hein. Et ça, en général, la culture générale, donc la philosophie, l'histoire, en principe, c'est enseigné pour ça. Hein. C'est pour avoir cette. Bon, alors, et là, j'aurais plutôt tendance à dire, Loukachenko, il est la preuve du succès de l'éducation soviétique. Hein. Et que on peut penser ce qu'on veut, mais enfin, malgré tout, on devrait réfléchir avec une certaine humilité sur leur capacité à former les choses. Et ça, je l'ai vu en Biélorussie après la chute de l'Union soviétique. Je pense que c'est moins le cas dans les ex-républiques soviétiques autres. C'est que quand même, ils ont gardé un niveau d'éducation de la maternelle jusqu'à l'université qui est imposant. Enfin, j'ai visité des écoles primaires en Biélorussie, j'ai visité aussi des lycées, mais j'ai visité des écoles primaires en Biélorussie où j'avais, alors, spécialité langue, mais quand même, à Grodno, j'ai vu une école primaire où les enfants étaient capables à parler français sans accent. En primaire. Ouais. En primaire. Bon, alors je sais bien, c'est peut-être une école pilote. Enfin, combien de noms on a d'écoles pilotes comme ça en France? C'est intéressant le fait aussi qu'il ne soit pas soumis au tout anglais. Hein, aussi, alors là, tu parlais de Chavez en Biélorussie, c'est particulièrement intéressant. Après la visite de Chavez en Biélorussie, la première, le ministère de l'Éducation a reçu comme consigne de généraliser l'enseignement de l'espagnol.
Donc, justement, à côté, non seulement ils n'ont pas le tout anglais, non seulement ils ont gardé de la période soviétique l'enseignement du français ou de l'allemand, mais ils ont généralisé l'enseignement de l'espagnol et maintenant ils sont en train d'introduire dans les écoles biélorussiennes le choix du chinois. On attend toujours ça chez nous. Où est-ce qu'on peut apprendre le chinois? Bon, l'espagnol encore, parce que c'est notre voisin, mais où est-ce qu'on peut apprendre le chinois dans le système d'éducation publique français? Après tout, le chinois, c'est incontestablement une grande langue, à tous les niveaux. Donc, on est éberlué du fait qu'on pose la question, n'est-ce pas? Je ne parlerai même pas de l'enseignement du chinois, je rappelle aussi tous ces débats grotesques sur l'enseignement de l'arabe. Alors que moi-même, je vais dire, je m'excuse, mais enfin, c'est aussi une grande langue. Donc, ce sont nos voisins directs, on devrait l'apprendre. On en fait ce qu'on veut ensuite, mais on doit l'apprendre. Enfin, je veux dire, avoir si peu d'arabisants en France, d'arabophones, je ne parle pas des populations issues de l'immigration, je parle de la population moyenne qui sort des lycées, c'est quand même scandaleux. Enfin, je veux dire, en France, on devrait avoir beaucoup d'arabophones, pas mal de sinophones, pourquoi pas des japonophones. Aujourd'hui, on réduit tout. Je veux dire, l'italien est pratiquement éliminé, l'espagnol, c'est la portion conclue, et je ne parle pas évidemment du russe et d'autres langues considérées comme inutiles. Alors, à Biélorussie, c'est le contraire, on élargit les langues étrangères qu'on peut apprendre à l'école. Moi, bravo, c'est tout, bravo, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est-à-dire qu'eux, ils sont. Ensuite, on va leur dire qu'ils sont la dernière république soviétique d'Europe, qui sont isolés du monde. Une sorte de forteresse assiégée, oui. Voilà, et que la communauté internationale, soi-disant, n'est-ce pas, fait que constate l'isolement de la Biélorussie sur la scène internationale. Moi, je ne sais pas, celui qui sort du lycée et qui sait parler l'espagnol, je ne pense pas qu'il est tout à fait isolé du monde. C'est vrai qu'on voit bien que le côté dernière République soviétique, elle a bien mérité finalement de ce terme, mais s'il y a bien quelque chose qui change par rapport à l'époque précédente, il n'y a pas un tel volontarisme au point de vue international. On n'est vraiment pas à l'époque du Comintern, encore moins dans le messianisme, c'est un fantasme un peu oui, bien sûr, oui. Russe. Mais là, vraiment, on n'est pas du tout là-dedans. Mais en même temps, comme tu dis, tu montres bien que les accords bilatéraux, on se rapproche beaucoup plus des Chinois actuels. C'est-à-dire oui, c'est ça. Alors, et tout ça, et ce qui est intéressant, c'est aussi que tout ça. En même temps, on comprend le fait même qu'ils sont quand même d'une certaine manière assiégés ils sont dans un océan de libéralisme et c'est pas forcément facile de trouver des îlots et déjà essayer d'avoir des accords bilatéraux avec tel ou tel pays est déjà important. Oui, et en plus ils l'ont fait au départ par une démarche que je qualifie de pragmatique, c'est-à-dire que sortant de la période soviétique, étant évidemment tout à fait au courant du fait que le monde entier de l'époque semblait basculer dans une espèce de libéralisme échevelé, il ne fallait pas, si je peux dire, se la ramener avec une idéologie entre guillemets archaïque, marxiste-léniniste, etc. Que ensuite, et c'est vrai aussi, les soviétiques, à la fin des années 80-90, étaient fatigués du discours pseudo-idéologique tenu par la direction du parti et tous ces cadres qui annonnaient, j'ai envie de dire entre guillemets, je suis là c'est de l'humour, qui annonnaient les versets des classiques marxistes-léninistes comme s'il s'agissait d'une dogmatique biblique ou je ne sais trop quoi, et qui n'en pensaient pas moins, et tout le monde le savait, et la suite l'a montré, retourner leur veste en 3 minutes. Donc évidemment, on peut comprendre que le paysan biélorussien, et en ce sens-là, Loukachenko est très révélateur de cette paysanité biélorussienne, il voyait tout ça de très loin, et le paysan, il n'est pas dans l'idéologie, il est dans la pratique, il marche sur terre. Donc il avait hérité de la période soviétique un certain savoir,
il avait son vieux bon sens paysan qui vaut ce qu'il vaut, mais il l'avait, et il ne voulait pas entendre trop de discours idéologiques. Donc c'est par pragmatisme qu'il a, si je peux dire, trouvé tous ses contacts avec des pays indépendants, et on le voit très bien, puisque ça pouvait aller de la Chine à l'Iran, c'est quand même deux pays qui ont des régimes et des idéologies très différentes. Mais déjà, je me rappelle en 93, quand même, en Biélorussie, on n'était pas encore à Loukachenko, on avait des délégations iraniennes qui débarquaient. Hein. Bon, donc c'est pas rien, c'est révélateur d'un pragmatisme. On cherche notre voie et on discute avec tout le monde. Je me souviens, on parlait longtemps dans les années 80, 70-80 en Hongrie du socialisme du goulash, où on disait que grosso modo ça fonctionnait, mais on ne le ramenait pas sur le côté Oui, voilà, idéologique. c'est ça. Le problème, c'est que quand il y a des périodes de crise, tu peines à trouver un soutien dans la population. Mais là, ça ne semble pas être le cas, parce qu'il y a quand même il y a une base Oui, c'est électorale ça. Oui, c'est ça. qui est au moins majoritaire. Enfin, C'est ça. Bon, dans les résultats, elle s'exprime encore plus, mais c'est sûr que de toute façon, cette majorité est garantie, quoi. oui, c'est vrai. Enfin, en même temps, avec le recul, et c'est sans doute ce qui explique le tournant actuel en termes idéologiques, c'est-à-dire on voit Loukachenko citer Lénine, citer Marx, etc., ou parler du mot socialisme, c'est sans doute parce qu'il a pris conscience, et il l'a dit en fait, que en fait, on avait négligé l'éducation idéologique de la jeunesse. Bon, donc là, il reconnaît que son pragmatisme Oui, à certaines a limites. été quelque part une erreur qu'il aurait dû quand même être sur ce plan-là un peu plus présent, enfin son gouvernement, puisqu'il dit on a une jeunesse qui ne comprend plus les bases de l'économie, des relations internationales. Alors il parle évidemment de cette jeunesse qui s'oppose au régime, il ne parle pas de celle qui manifeste à ses côtés, mais il a pris acte en quelque sorte d'une faiblesse de son propre régime et de ses propres activités, de ses propres actions. Hein. Mais c'est intéressant évidemment de replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'en 1994, c'était évidemment très difficile de ne pas être pragmatique. Dans le contexte de l'époque, c'est pas pour le justifier que je dis ça, mais c'est effectivement dans le contexte de l'époque, on a affaire à une société qui, grosso modo, ne supporte plus les discours idéologiques parce que pour elle, les discours idéologiques, c'est de la langue de bois vide de sens. Ce qu'on peut évidemment comprendre. Quand quelqu'un du jour au lendemain tient un discours et le lendemain le discours radicalement opposé, comment peut-on croire que le discours idéologique qu'il tenait la veille avait la moindre consistance? Bon. Donc, quand on a cité 50 000 fois Karl Marx pour le trahir la 51e fois, on se dit peut-être que ce Karl Marx, c'est pas intéressant ce qu'il disait. Et c'est par le biais du pragmatisme que progressivement on revient vers lui. En disant oui, mais après tout, oui, Marx avait dit ça et ça s'est confirmé. Bon, et là, il fallait mesurer le marché mondial, les pressions internationales et en fait la lutte des classes. Parce que c'est vrai qu'en URSS, jusqu'en 91, on avait l'impression que la lutte des classes, ça n'existait pas et que c'était un discours à destination de l'étranger, mais on ne savait pas ce que c'était la lutte des classes en URSS, alors qu'elle se déroulait. Si tu permets, j'ajouterais la lutte des classes au niveau international. On oublie toujours ça. le rôle de la Chine, parce qu'on oublie toujours que la Chine mène une lutte de classe contre les États-Unis. Bien sûr, c'est évident, c'est évident. Mais la question, c'est qu'en intérieur, on était dans une espèce de cocon protecteur qui donnait l'impression qu'il n'y avait pas de lutte de classe, alors qu'il y avait une lutte acharnée qui va déboucher sur la perestroïka. Qui est une forme de lutte de classe quand même. Alors maintenant, il faudra réfléchir à savoir quelle est la part de l'élément étranger dans cette lutte de classe qui s'est déroulée à l'intérieur du PC soviétique et la part d'éléments, si je peux dire, autochtones. Mais il est clair qu'il y a eu une lutte idéologique, ça c'est évident, mais que derrière cette lutte idéologique, il y a quand même une base matérielle quelque part. Enfin, si on est conséquent avec la démarche, avec la méthodologie matérialiste, on est bien obligé de considérer que ça n'est pas qu'une lutte d'idées.
hein. Même si en lisant Gramsci, on sait que c'est pas si facile que ça, que c'est complexe, mais enfin bon, il y a quand même il n'y a pas qu'une lutte d'idées, il y a une lutte d'intérêt de classe. Encore Et Gramsci, il en pesait beaucoup l'Occident et l'Orient, un pays comme la Russie tsariste où il suffit de frapper oui, à la bien tête. sûr, Et après, bon, on est tout de suite on frappe dans le dur, quoi. J'allais dire, on est dans. Alors, au contraire des pays comme la France où il a fallu toutes les lumières et oui, c'est quelque chose vrai. extrêmement. Mais ça, c'était pour l'époque, parce que justement, maintenant, ça devient cette distinction Orient-Occident est en train de s'estomper. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que cette distinction Orient-Occident, elle a du sens aussi euh, si on prend connaissance de ce qu'était le monde orthodoxe ou byzantin avant la Les Révolution. Zaropapistes, comme on dit, ouais, c'est ça. On a quand même toujours dans le tsarisme et dans l'orthodoxie, bien sûr pas des éléments de progressisme révolutionnaire, ne tombons pas dans ça, mais on a des éléments de ce qu'on pourrait appeler une espèce de populisme paysaniste qu'on n'a pas dans le catholicisme. Hein, qui fait que le pop dans le village, il apparaît un peu comme un paysan mal dégrossi, mais un homme de chez nous, si je peux dire, Mm. qui est assez proche de la culture populaire, qui est assez proche de la médecine populaire, alors qu'évidemment, le curé dans le catholicisme, il arrive d'en haut, quoi. Il est parachuté par en haut, il est Mm. un homme qui regarde de haut ses ouailles, il a le savoir et les ouailles ne savent rien. Hein, bon. C'est certain qu'il y a une certaine bourgeoisie nationale russe dont tu parlais qui s'appuie sur des éléments de slavophilie dans son Oui, c'est inconscient. ça. Et c'est Voilà. vrai que dans le byzantinisme et dans le slavophilisme, il y a une espèce de culture populiste. Je dis toujours, aussi grotesque que soit le régime tsariste, avec par exemple quelqu'un comme Raspoutine, qui est loin d'être Mm. notre copain. Je veux dire, un Raspoutine, on n'imagine pas ça à Paris, à Berlin ou à Londres. Mm. Hein. Louis XIV, il n'aurait pas eu de Raspoutine, quoi. Raspoutine, c'est le plouc qui débarque à la cour Ah oui, de Saint-Pétersbourg. comme le prince Michkin dans l'Idiot, hein, c'est le Voilà, c'est colloque. ça. Bon, mais si ce plouc, si je peux dire, débarque, c'est que le contexte le permet quelque part. Bon, avec tout. Bon. Et donc on a eu, par exemple, en Biélorussie, c'est très clair, après la révolution de 1905, quand on a des élections, alors des élections à suffrage censitaire, etc., à la Douma, etc., mais on a quand même des élections, on voit beaucoup de paysans biélorussiens voter pour les grosso modo, les slavophiles russistes qui tiennent un discours populiste. C'est-à-dire le tsar, le peuple, finalement, on est tous dans le même bateau face à ce qui arrive de l'Occident Mm. et qui commence à nous diviser. Bon, et en fait, on a des paysans qui ont été, si je peux dire, mobilisés dans une lutte sociale et socialiste, qui finalement, à tout prendre, lorsqu'ils votent, ils préfèrent voter pour, entre guillemets, cette droite slavophile que de voter pour le centre-gauche libéral démocratique, si je peux dire. Hein. C'est révélateur de quelque chose, hein, d'une espèce d'ambiguïté. Alors évidemment, ensuite, on les retrouvera de nouveau chez les bolcheviks. Hein. Ces mêmes paysans, parce qu'ils votent en 17. Hein. Ça nous paraît évidemment en catégorie politologique froide, Mm. illogique, incohérent, etc. C'est Mais simplement si un contexte, c'est le contexte national. exactement, Dont voilà, il c'est faut ça. tenir compte. Quoi, ouais, voilà. Voilà, exactement. Et ça, le contexte culturel, ça joue un rôle. Et alors, si on parle justement alors, du coup, vraiment en face, là, on retourne vraiment plus à l'ouest, parce que le pays que tu connais évidemment très bien, qui est la Pologne, Ah oui. et j'allais dire aussi l'Ukraine, quelles sont les ingérences et jusqu'où ça va? Moi, ce que j'ai compris, c'est que la Pologne ne peut absolument pas se caractériser comme un système nettement meilleur au point de vue social que la Russie, bien au contraire, et que ça leur pose même des Oui. problèmes de propagande. Ah oui. Et j'avais eu vent d'ingérence là, de groupes néo-nazis jusqu'en Biélorussie dans les manifestations anti-Loukachenko. Est-ce que tout ça, comment est-ce que tu arrives à le chiffrer, Oui, non, mais de toute façon, le développement de courants néo-fascistes, alors néo-nazis, ça dépend. Dans chaque pays, on peut évidemment
formuler les choses un peu différemment, mais le développement de courants néofascistes partout à l'Est, y compris en Biélorussie, est réel. Évidemment, en Biélorussie, c'est beaucoup moins net qu'en Ukraine ou dans les pays baltes, où là, c'est vraiment le pire. En Pologne, je dirais, c'est un peu entre les deux. Alors, pourquoi je dis néofasciste et je dis pas forcément néo-nazi? Parce que selon le pays, le rapport à l'Allemagne n'est pas le même. Donc, évidemment, dans un pays comme la Pologne, où le fascisme hitlérien a été évidemment particulièrement douloureux, on peut difficilement se référer à Hitler, on préférera se référer à Mussolini. Donc là-bas, on sera plutôt néofasciste. Tandis qu'évidemment. En Estonie, oui. Voilà, exactement. Donc, alors, est-ce que c'est quelque chose Oui, c'est pour ça. Alors, parce que les néofascistes polonais d'aujourd'hui peuvent tenir un discours radicalement anti-allemand, donc anti-hitlérien en apparence. Ils sont obligés, oui. Voilà, parce que dans le contexte local, on ne va pas arriver avec Heil Hitler. Avec Heil Hitler à Tallinn ou à Riga ou à Lviv, c'est possible. Mais ce n'est pas possible à Varsovie. Donc, on arrange, je dirais, cosmétiquement les choses un peu différemment d'un pays à l'autre. Ce que tu veux dire, c'est que, si je te suis bien, c'est qu'en Biélorussie, on a de réels fascistes qui sont alliés de ces gens-là, mais ils n'apparaîtront jamais sous l'étiquette néo-nazi parce que c'est la. Ah ben non, en Biélorussie, ils ne peuvent pas. Alors en Biélorussie, ils vont simplement essayer de dire, par exemple, quand on leur dit, mais attendez, le drapeau que vous utilisez, c'est le drapeau des anciens collabos, etc., etc., ils vont répondre, oui, mais il faut comprendre que ces gens-là, ce n'étaient pas vraiment des collaborateurs, ils étaient avant tout pour l'indépendance et face au danger principal que représentait le bolchevisme, le stalinisme, etc., ils faisaient des alliances de circonstances avec l'Allemagne hitlérienne. Oui, enfin, des alliances de circonstances en brûlant des villages. Donc, c'est un peu plus que des alliances de circonstances. Mais le discours, c'est ça. Parce que comme on n'a pas voulu, et ça, c'est peut-être une erreur de Loukachenko qui le reconnaît d'ailleurs, comme on n'a pas trop voulu, on a célébré, bien sûr, la grande guerre patriotique, la résistance, tout ça, jamais on y a renoncé, mais on n'a pas voulu trop focalisé sur les collabos et la collaboration locale. C'était grosso modo, oui, enfin, le fascisme, c'est Hitler, c'est les Allemands, c'est les Occidentaux, etc. Mais on ne voulait pas trop remuer le couteau dans la plaie que, bah oui, localement, on avait quand même eu quelques salauds. Et ce n'était pas que quelques salauds, c'était quand même un vrai mouvement politique. Et que ce mouvement-là, on voulait l'oublier, mais après tout, en France, on a fait un peu la même chose après la guerre en mettant tous les Français résistants et puis Oradour-sur-Glane, c'est uniquement des Allemands. Sa mère qui avait quelques Alsaciens. Il y a une historienne, Mme Vergès-Chignon, qui parle de vichisto-résistants. Donc là, tout est possible. Il y a les sacs carrés aussi. Hein, et voilà. Oui, mais les résistances de dernière minute, les brevets de résistance qu'on a donnés. C'est moins vrai en Biélorussie, parce qu'en Biélorussie, comme les collaborateurs étaient peu nombreux, ils se sont rattachés jusqu'au bout à l'Allemagne nazie avant de se rattacher aux États-Unis, tandis qu'en Ukraine, où l'UPA et les formations nationalistes étaient quand même mieux enracinées, effectivement, à partir du moment où on voit que la position de l'Allemagne est fléchie, tu as une branche de ce fascisme ukrainien qui formellement rompt avec les nazis pour dire on va se battre pour l'indépendance de l'Ukraine et avec l'idée, on va essayer de passer dans l'alliance américaine. Hein, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. C'est pareil pour la bourgeoisie française, c'est de l'occupant ukrainien à l'occupant américain. Voilà, et donc effectivement, quand les nationalistes ukrainiens aujourd'hui disent mais vous dites que ce sont des fascistes, mais regardez ici, ils écrivent un texte contre les nazis et contre Hitler. Oui, mais à quel moment et pour quelle raison, voilà, et dans quelle logique ils sont? Ils sont toujours dans la logique de ce qu'on appelle en Ukraine le nationalisme intégral. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le nationalisme intégral? C'est une Ukraine réservée aux Ukrainiens ukrainophones. Et tout ce qui n'est pas ukrainien ukrainophone doit quitter le pays, dans le meilleur des cas. Quitter, on peut quitter par en haut ou par le pied devant. Normalement, il y a différentes façons de quitter. Donc, c'est pas parce qu'on est passé dans le camp américain en rompant avec Hitler. C'est toujours un problème d'épuration ethnique, c'est ça. Oui. Voilà, et on est toujours dans le nationalisme intégral.
Bon, et les Américains joueront à plein la carte du nationalisme intégral, comme ils jouent la carte du wahhabisme dans le monde arabe, comme ils ont Oui. joué le nationalisme tchétchène le plus radical. Mm. Ça les gêne pas, hein, je veux dire. Mm. Ça, le pragmatisme américain, c'est ça aussi. Hein, Oui. c'est d'avoir des gens qui sont d'extrême droite, d'extrême gauche, qui Oui. viennent, peu importe d'où ils viennent, à partir du moment où ils marchent dans la bonne Mm. direction. Donc, on peut avoir un laïc libéral avec Mm. un ex-trotskiste et trois Mm. fascistes, et ça marche très bien ensemble. Hein. Oui, Euh, oui. bon, ça ne gêne pas, puisque de toute Un, façon, un ex-trotskiste, ça fait toujours un bon néocon. oui, oui, c'est Voilà. ça. De toute façon, le pragmatisme anglo-saxon, il est basé là-dessus, Mm. idéologiquement. C'est que toute idéologie, toute religion, tout nationalisme peut être perverti de l'intérieur. On lui garde ses oripeaux extérieurs. Et à l'intérieur, on sert le marché. Ça, c'est ce que le français a de la difficulté à comprendre. D'ailleurs, le Mm. français de droite, il voudrait quand même conquérir l'âme de la Mm. personne. Les anglo-saxons s'en foutent de l'âme. Mm. Pour eux, on peut être Mm. intégriste, chrétien, musulman, juif, Oui, puis c'est beaucoup athée plus à 190. communautariste, quoi. Voilà, L'importance, c'est c'est. ça. C'est-à-dire, en fait, le rituel, l'apparence, le visuel, d'accord, mais vidé de son contenu et au service de la même cause. Oui, oui, c'est ça. Ça, oui, ça c'est le côté pragmatique. C'est ça le pragmatisme anglo-saxon, en fait. De fait. Mais en tout cas, bon, c'est sûr qu'ils ont échoué pour la Biélorussie. Alors je me dis peut-être pour. Ils ont échoué, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à conquérir une base qui est dans ce pragmatisme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui manifestent contre le régime en disant qu'ils sont contre la privatisation, à côté d'autres qui vont être des ultralibéraux, à côté d'autres qui vont se référer aux collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale, à côté de certains qui se disent de gauche, d'autres qui se disent de droite, d'autres qui se disent européistes, et tout ça est dans la rue, dans le même magma idéologique relativiste, pragmatiste, qui a été importé, j'ai envie de dire, avec l'idéologie de la Silicon Valley dont je parlais tout à l'heure. Mais L'idéologie de start-up. Hein, on peut très bien être orthodoxe start-up, athée start-up, catholique start-up. C'est la Startup Nation, hein, comme disait l'autre. Hein, Oui, voilà. ben c'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça qui marche assez bien. Hein, et ça a marché en Biélorussie quand même. C'est là, effectivement, où le régime a fait des erreurs. De ne pas voir que progressivement, on marquait des points, surtout dans la jeunesse, déconnectée du pays et reconnectée par Internet. Alors justement, peut-être pour terminer, quel est l'avenir? J'ai vu qu'il y a peut-être un changement de constitution. Oui, alors, Aussi, effectivement, se poser la point strictement, alors, j'allais dire. ce qui est en route, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Il y a ceux qui sont très sceptiques et ceux qui ne le sont pas moins. Ce qui est lancé, c'est une stratégie qui doit arriver à la convocation d'un congrès national du peuple. Alors, comment la sélection va se faire à ce congrès, c'est encore trop tôt, mais c'est le langage officiel. On va avoir un congrès national du peuple qui va refonder toutes les institutions et en particulier la Constitution, après quoi le peuple homologuera ou pas les choix faits. D'ailleurs, une nouvelle constitution. Et Loukachenko a dit, et je ne serai sans doute pas candidat à la présidence dans la nouvelle constitution, à moins que les seules forces qui s'opposent à moi soient des forces qui veulent remettre en cause l'État social. Bon, on verra. Alors ensuite, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment va s'organiser ce congrès national du peuple. Est-ce que ça va être vraiment basiste et basique ou autre chose? Je sais que ce qui est en débat aussi chez eux, c'est la question des partis politiques, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la position de Loukachenko, c'était les partis, ce n'est pas une bonne chose parce que ça divise et ça permet des manipulations politiques. Ensuite, il a dit oui, mais ce qui nous a manqué, c'est d'avoir un parti politique vraiment lié au pouvoir et
pas le Parti communiste qui existe, mais qui est associé au pouvoir. Et puis, de nouveau, dans un de ces derniers, dans ces derniers discours, il dit oui, mais enfin, si c'est pour avoir le modèle américain d'un bipartisme où on se renvoie la balle sans qu'il y ait de véritable démocratie, ça ne sert à rien. Ce qui n'est pas faux, par ailleurs. Donc, je ne sais pas trop. Alors, on verra ce que ce congrès du peuple va donner. Alors, ça a commencé quand même par une opération qui n'était pas négligeable, qui était la tenue d'un grand meeting à Minsk dans le stade de 13 000 délégués féminines. Un congrès des femmes de Biélorussie, qui a été en quelque sorte le coup d'envoi symbolique de cette opération. Alors, Loukachenko est apparu, il a fait d'ailleurs un discours sans le lire, un discours où vraiment il parlait de ce qui était arrivé au pays, de ce qui arrivait en ce moment, sans avoir un seul texte sous ses yeux. Il parlait vraiment de lui-même, ce qui montre aussi une capacité quand même à parler et à tenir un discours politique sans avoir à lire les choses bêtement. Hein. Donc ça prouve quand même qu'il y a une certaine autonomie de pensée. Le monsieur, il n'est pas si primitif qu'on l'a dit. Et évidemment, dans un pays comme la Biélorussie, là, il faut se replacer dans le monde est-européen, pas seulement le monde orthodoxe, parce que ça englobe aussi la Pologne. On est quand même dans des sociétés qui sont très marquées par l'image mariale de la mère, hein, Marie, mère de Dieu, symboliquement. Et donc, commencer l'opération en faisant appel aux femmes, disons, sous une image maternelle, c'est quelque chose qui, je dirais, je ne sais pas si ça a été pensé logiquement, rationnellement, ou si c'est sentimentalement, mais enfin, ça touche les tréfonds de la société. De toute façon, déjà, c'est un pays socialiste. Le congrès, c'est 13 000 femmes. Oui, parce que déjà, le fait d'être un ancien pays socialiste, et surtout pas n'importe lequel, les femmes avaient une place très importante. Oui, voilà. Et de commencer par dans un pays où autant de gens sont morts pendant la guerre, davantage de population masculine. Donc les femmes ont toujours pris en charge le. Ah bah oui, la reconstruction du pays au tout départ, c'est les femmes. Voilà. Les femmes dorment en 1945. Hein. Et c'est vrai que, mais en même temps, l'opposition aussi a essayé de jouer là-dessus, parce que ce qu'on voyait évidemment. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, là, Loukachenko, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que tu as des jeunes filles. D'ailleurs, il a plusieurs fois dans ses discours parlé de ces jeunes filles toutes de blanc vêtues qui apportent des fleurs après que les manifestants aient tabassé les policiers, et où il montre que, enfin, il porte au ridicule cet aspect féministe des manifestants. Donc, tout le monde sait que ça ne se produit jamais que chez nous, hein, des manifestants tabassés par des policiers. Voilà, c'est ça. Et donc il parle de ça, et puis il répond en fait par un congrès des femmes. Je pense que c'est aussi quelque chose d'assez porteur, parce que c'est pour ça qu'on en a très peu parlé. Parce que ça ruine l'image de les femmes sont forcément dans l'opposition. Il réunit 13 000 femmes, parmi lesquelles on voit des jeunes, des vieilles, des mères de famille, etc. Pour lancer le débat national, c'est quand même c'est porteur, ça veut dire quelque chose. C'est fécond, on pourrait dire. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Donc là, il y a aussi quelque chose. Donc il est loin d'être stupide, le Lascar, hein. Parce que nous, avec notre jugement, le jugement binaire auquel nous ont habitués nos médias, on est soit stupide, archaïque et dépassé, soit moderne, mondialiste et je ne sais trop quoi. Non, on peut être entre guillemets archaïque et pas stupide du tout. Hein. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est justement dans ton intervention, c'est qu'on comprend justement quel choix ils font dans un contexte vraiment bien particulier, vraiment très différent d'une autre, et qui, par certains côtés, même rappelle la Chine, mais pas du tout, évidemment. Dans le même oui, pays. bien sûr, oui. Voilà, mais le rapport de
Déjà, c'était passionnant la première vidéo sur cette profondeur historique. Et puis là, on voit aussi cette complexité justement de système politique qu'il faut d'abord comprendre avant de porter un jugement. Voilà, exactement. Ça, Et donc, ne serait-ce que pour ça, un immense merci, Bruno. Et je pense qu'on aura bientôt l'occasion de parler ou de la Russie ou alors d'autres pays. On peut faire pour ça, d'ailleurs, en ce moment. Voilà. C'est Donc, très bien. Voilà. L'avantage du Covid, c'est finalement de nous avoir fait découvrir autrement les technologies. Utilisons-les autrement que pour les startups. Voilà, bravo. Super conclusion. Voilà, je vais couper. Je te D'accord. prends en off. Allez.